Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, honorable ministre et ambassadeur, c'est un honneur pour nous de vous avoir parmi nous. Je me nomme Jean-Guy Africa et je suis le directeur général de l'Agence rwandaise pour le développement. Permettez-moi, avant de commencer, de vous donner un aperçu rapide de l'agence elle-même, ce qu'elle fait, son mandat. C'est une agence semi-étatique avec des filiales qui fonctionnent un peu comme un groupe. L'une des filiales s'appelle l'Agence rwandaise des mines, du pétrole et du gaz. Une autre des filiales s'appelle le Bureau rwandais des conférences. L'Agence rwandaise pour la conservation. Et donc ça, c'est cette partie du groupe qui est indépendante. Et ensuite, l'Agence rwandaise pour le développement. L'Agence rwandaise pour le développement est en même temps le négociateur en chef du gouvernement pour toutes les conventions signées avec les parties privées et les investissements stratégiques. Il fonctionne aussi comme un régulateur multisecteur. Donc nous régulons le secteur des mines, du pétrole et du gaz à travers l'agence chargée des mines. Nous régulons le secteur du tourisme, tout ce qui est lié à la conservation, à l'industrie du jeu et les zones économiques spéciales. Et après, nous avons le mandat typique d'une API, d'une agence de promotion des investissements, c'est-à-dire le guichet unique qui réunit divers services pour faciliter l'investissement. J'aurai l'opportunité de revenir plus tard sur ça. Nous sommes sous la tutelle directe de la présidence et le directeur général et le député directeur général sont des membres du Conseil des ministres, avec rang de ministre et ministre d'État. Pour ce qui est de ma présentation, j'ai essentiellement 3 points clés sur lesquels j'aimerais revenir. La première, c'est la vision du Rwanda, donc notre positionnement, où nous sommes et où nous voulons aller. La deuxième, je vais insister sur la centralité de la facilitation de l'investissement et je reviendrai sur le rôle de l'Agence pour la promotion du développement. Et ensuite, je parlerai de la stratégie du tourisme depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, où nous étions, où nous sommes aujourd'hui et où nous voulons aller. Pour une vue d'ensemble du Rwanda, vous avez là des indicateurs globaux, la population, nos langues officielles, le Kinyarwanda, le français, l'anglais, le swahili, notre taux d'alphabétisation, notre notation et la taille de notre PIB. Pour ce qui est de la vision, la vision est de positionner le Rwanda comme passerelle mondiale pour l'investissement, la logistique et le tourisme. L'idée est de positionner le Rwanda comme un hub continental de logistique, de tourisme et d'investissement, le point d'entrée le plus fiable, le plus efficace pour les compagnies qui veulent venir s'installer, capturer le marché domestique initialement, mais éventuellement le marché régional, en commençant par l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, et éventuellement la zone de libre-échange continentale africaine. Donc, la proposition centrale que nous avons, c'est la connectivité, la crédibilité, la prévisibilité, si vous voulez, du cadre des affaires, la cohérence de notre cadre politique et réglementaire, une gouvernance stable et des réformes favorables aux affaires qui s'ajustent de façon constante, avec, bien sûr, au cœur, une capacité d'exécution éprouvée. En termes de notre niveau d'ambition, nous visons à l'horizon 2050 de devenir un pays à revenus élevés, 12 450 $ pour être précis, qui est le seuil d'entrée pour les pays à revenus élevés. Et à l'horizon 2035, nous avons comme objectif de devenir un pays à revenus intermédiaires supérieurs, avec 4 000 $ par PIB par habitant. Cela va nous demander de quadrupler notre PIB actuel. Et il est clair pour nous que la finance publique ne nous amènera pas à cet objectif. Donc nous avons fait des capitaux privés le moteur
de la mise en œuvre de cette vision. Aujourd'hui, la finance publique s'élève à peu près 9% du PIB et les capitaux privés, la proportion des capitaux privés au PIB s'élève à 18%. Pour atteindre ces objectifs, nous allons devoir arriver à 25% à l'horizon 2035 et 30% à l'horizon 2050. Et nous voyons la courbe de la finance publique en proportion au PIB descendre d'à peu près 9%, aujourd'hui 8 à 9%, à 5%, avec comme objectif de se focaliser beaucoup plus sur les infrastructures catalytiques et la réduction des risques pour favoriser les investissements privés. J'aimerais aussi m'arrêter sur notre stratégie sur les exportations. Ici, nous nous focalisons essentiellement sur les produits à faible volume et à forte valeur ajoutée. Dans l'horizon 2035, bien sûr, nous allons continuer à nous focaliser sur l'agro-industrie, l'industrie manufacturière, pour créer de l'emploi. Mais les stratégies sont déjà en place aujourd'hui pour éventuellement produire des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, des semi-conducteurs, des composants aéronautiques, des dispositifs médicaux. Et la raison, elle est simple. Nous sommes à 1500 km du port le plus proche et la proportion du transport dans nos produits finis aujourd'hui représente 25%. Même à l'horizon 2035, avec tous les efforts que nous avons pour développer des ports secs, on risque de la diminuer jusqu'à 15-20%. Donc là, la stratégie est vraiment de se focaliser sur des produits à forte valeur ajoutée, mais à petit volume pour que la proportion des transports représente une très faible partie. Je reviens sur la centralité, l'importance de la facilitation des investissements et sur le rôle de l'Agence rwandaise de développement. En 2008, nous avons fusionné 8 agences pour créer le Rwanda Development Board, qui est en fait l'agence rwandaise de développement. Et l'idée, en fait, était simple. Au cœur de cette agence, qui existait avant sous le ministère du Commerce, l'idée était que lorsqu'on crée le guichet unique, l'investisseur ne devait aller nulle part ailleurs pour ses besoins. Donc, entre 2000 et 2008, c'était le schéma typique pour un investisseur. On arrive au guichet unique et il y a plusieurs tracasseries administratives, il faut se rendre dans différents ministères et le chemin pour qu'un investisseur arrive à la phase d'exécution était très long. Des tracasseries administratives, des charges réglementaires et tout ça. Donc l'idée, en fusionnant, était de créer un environnement des affaires favorable. Donc après avoir fusionné ces 8 agences, nous avons aussi commencé le projet d'élargir de façon très grande le mandat du guichet unique. Aujourd'hui, le guichet unique inclut la portion de 24 agences. L'aspect de ces agences qui touche aux questions de facilitation des investissements. Donc, cette partie-là a été regroupée de façon physique au sein même de l'Agence rwandaise de développement et octroie plus de 400 services. Et là, on parle de services d'enregistrement d'entreprise qu'on fait en moins de 6 heures aujourd'hui, d'incitation fiscale, les licences d'import et d'exportation, l'évaluation d'impact environnemental, les permis de construire, les services notariaux, les visas et permis. Tous ces services sont centralisés de façon physique au sein du guichet unique de l'Agence rwandaise de développement. Ça, c'était la première phase de notre évolution, la création physique de cette plateforme. La prochaine phase, c'est la digitalisation totale. Donc ces services sont venus avec leur système, avec leur technologie, et bien qu'ils existent de façon physique, le cordon ombilical, si je peux dire, existe toujours avec les agences initiales. Et donc la prochaine phase sera de digitaliser complètement tous ces services, d'avoir des mécanismes pour pouvoir suivre la qualité des services, les délais, et puis de ressortir des informations qui nous permettront de constamment ajuster l'offre que nous obtenons. Donc là, c'est juste la panoplie des institutions qui sont regroupées au sein du guichet unique.
quelques objectifs en termes de facilitation des investissements. 3 milliards de dollars, c'est ce que nous avons enregistré l'année dernière en termes d'investissement. Nous avons une moyenne de 30 à 40% pour rendre les investissements enregistrés effectifs l'année suivante. Donc ça, c'est les enregistrements enregistrés et deviennent effectifs en moyenne à 30% l'année qui suit. Je vais me focaliser maintenant sur le secteur du tourisme, qui est un des secteurs régulés par l'agence rwandaise de développement. Et la vision, Excellence, la vision stratégique, elle commence en fait en 2005, où nous avons dû prendre une décision sur le type de tourisme que nous voulions créer au Rwanda. Et en ce temps-là, on parlait de recettes touristiques de moins de 15 millions de dollars, problème de logistique, pas d'hôtel 5 étoiles. Et la décision, elle était tourisme de masse ou tourisme de luxe. Et la décision a été prise à ce moment-là de miser sur le tourisme de luxe. Mais il n'y avait pas d'infrastructure d'hébergement, il n'y avait pas de produits touristiques, il y avait la problématique de la connectivité, très peu d'avions qui décollent et qui connectent sur Kigali, et bien sûr l'image de marque sur laquelle on devait travailler. Donc la stratégie en 2006 se focalisait essentiellement sur 4 piliers. Le premier et le plus important, c'était l'infrastructure d'hébergement. Si l'objectif était de viser le tourisme de luxe, il nous fallait des hôtels de luxe, 4, 5 étoiles et tout ça. Et donc ça a commencé par ajuster les incitations fiscales, les promotions que nous offrons au sein de l'agence pour attirer des loges de luxe, des hôtels internationaux comme le One and Only, Marriott, Radisson, ces infrastructures que vous voyez aujourd'hui, la mise en place d'un cadre d'investissement attractif pour les opérateurs hôteliers, la création de centres de congrès et une augmentation de notre capacité d'accueil. Ensuite, nous sommes passés à la problème. Le deuxième pilier, c'était les produits touristiques. Nous n'en avions pas. Ou du moins, ils n'étaient pas structurés de sorte à pouvoir les offrir à des touristes. Et là, c'est passé par la diversification, d'abord la définition du portefeuille, quels seraient nos produits touristiques phares, et ensuite leur structuration pour qu'on puisse les vendre. Et là, il s'agit du parc des volcans, les gorilles, qui reste notre produit phare, le parc de Nyungwe, et à Kagera, le développement du tourisme culturel et le lancement de produits d'aventure et de bien-être. Ensuite, il y a eu la question de la connectivité et la création de Rwandair, la ligne aérienne nationale, l'ouverture de routes stratégiques, Londres, Doha, Dubaï, Paris, le développement de Bugesera qui se fait actuellement et qui deviendra opérationnel, qui sera notre nouvel aéroport international, qui sera opérationnel en 2028, avec une capacité d'accueil de 8 millions de personnes et de cargo de 150 000. Et bien sûr, la politique des visas, pour laquelle on est devenu assez connu, ça rentrait dans ce cadre de fluidifier l'entrée et la sortie au Rwanda. Donc après les infrastructures d'hébergement, les produits touristiques, la connectivité, nous sommes attaqués au problème de visibilité et la création d'une image de marque pour le pays. Et c'est là qu'on a lancé la marque Visit Rwanda. Aux alentours de 2018, après avoir mis en place les infrastructures d'hébergement, les produits touristiques, s'être attaqué au problème de connectivité, nous sommes maintenant lancés sur ce grand chantier de parler, de changer l'image de marque du pays, d'augmenter notre visibilité. Et c'est là que vous voyez les accords que nous avons signés avec Arsenal, Bayern, le Paris Saint-Germain, tout récemment avec les Clippers. Avec le football, c'est parce que c'était la meilleure façon de propulser l'image du Rwanda à un maximum de personnes que possible, mais cette séquence est restée et a été pensée depuis 2006. Donc c'est vraiment une consistance dans l'exécution qui nous a permis d'arriver où nous sommes aujourd'hui. Donc voilà un peu quelques indicateurs. Ils commencent en 2015, mais j'ai pris un peu l'histoire depuis 2006. Mais vous pouvez voir ici, nous avons presque triplé le nombre de visiteurs. De 497 000, nous sommes passés à presque 1 400 000 de visiteurs en 2024.
En termes de visites aux parcs nationaux, nous sommes passés de 72 000 à presque 150 000. Recettes touristiques, en 2015, nous étions à 131 000, nous sommes passés à presque 650. À l'horizon 2029, nous visons 1,1 milliard de dollars. Mais là, si vous remontez en 2006, les chiffres étaient à 30-40 millions de dollars. Donc là, la trajectoire a été vraiment... Le nombre d'hôtels, encore de 8 600 à 21 000, et les emplois créés. Là, vous avez une liste d'hôtels que nous avons aujourd'hui. Vous avez là la progression. La partie là où il y a une sorte de chute, c'est Covid, juste au cas où on se demanderait. Mais vous voyez qu'on a récupéré rapidement. Et là, nous sommes en marge d'atteindre notre objectif d'1 milliard d'ici 2029 pour le tourisme. Ça, c'est un des segments clés du tourisme, c'est le tourisme d'affaires, en fait. Et là, c'est le MICE, qui est tout ce qui est événements, conférences, qui est un segment qui se développe très rapidement au Rwanda. Nous sommes aujourd'hui troisième après Cape Town en termes de tourisme de conférences. Et vous voyez la progression ici, de 37 millions, nous sommes passés à 65. Et il y a une chute en 2024, mais nous comptons rattraper assez rapidement. Et là, c'est purement le tourisme d'affaires pour l'organisation de conférences et autres. Encore sur le tourisme d'affaires et les conférences, 160 événements organisés en 2024, 52 000 délégués reçus et presque 85 millions de dollars de recettes touristiques. Sur ce cas-là en particulier, je pense qu'il est important pour moi de mentionner, je l'ai mentionné au début, qu'une des filiales de l'Agence rwandaise de développement, c'est le bureau pour l'organisation des conférences, avec sa directrice générale, une entité, une filiale entièrement autonome qui se focalise uniquement sur l'organisation des conférences d'envergure. Donc dès lors qu'on passe à une conférence de 200, 300 personnes, ça devient le travail et le mandat de cette institution. Et l'idée était de développer des capacités dans l'organisation de conférences d'envergure. Parce que, comme on peut tous le savoir, dès qu'on passe à plus de 1000 personnes pour un événement, presque toute la machine étatique est impliquée, les services de sécurité, la police, l'immigration, et parfois ça demande une logistique et une coordination qui est assez impressionnante. Donc, d'où nous est venue l'idée d'avoir une entité qui se dédie entièrement à l'organisation de ce type de conférence. Je vais m'arrêter là et ça c'est la liste de nos partenariats. Je vais m'arrêter là et la ministre du Sport va se focaliser beaucoup plus sur notre approche sur l'industrie du sport et ses liens avec le tourisme.